Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous, Dominique Saurin, préfet de Mayotte. Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Les opérations reprennent de plus belle. On a le sentiment qu'elles ne sont jamais arrêtées ces derniers temps. Mais là, on s'attaque également au Douka. Oui, d'abord, les opérations ne se sont jamais arrêtées. C'est ça, oui. Il faut le dire. Il y a une logique en matière de lutte contre l'immigration clandestine, pour en parler de façon globale. Oui. C'est bien sûr les interpellations en mer, à Oui. terre, Oui. des étrangers en situation illégale. C'est la lutte contre le travail illégal. C'est la lutte contre les cultures illégales aussi, il faut en parler. Ça reste une priorité. Ça reste Ouais. une priorité. Il y a l'habitat illégal, bien Ouais. évidemment. Puis il y a tout ce qui est économie informelle. Alors hier, il y a eu une opération concernant des doukas. L'objectif à Mayotte, c'est aussi d'avoir une économie formelle qui corresponde aux règles qui existent sur le territoire national. Et il est impératif que cette économie formelle se développe. Ouais. Parce que c'est ça qui va créer de Mais quand on dit richesse. économie formelle, ça veut dire quoi? Mais c'est des entreprises de commerce, des entreprises du BTP qui sont enregistrées, qui paient leurs cotisations, Et qui payent vendent des leurs produits salariés, qui sont vendent rentrés des produits, légalement etc., sur le qui sont territoire. rentrés légalement sur le c'est ça. territoire. Ouais. C'est tout ça. Ouais. Et donc, cette économie informelle, au contraire, crée une concurrence déloyale. Déjà, ça, c'est un point de base, un point de départ en matière d'application de la réglementation. Mais également, toute cette économie informelle alimente l'immigration clandestine. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous menons des opérations. Hier, c'était avec le procureur. Il y avait beaucoup d'infractions. Enfin, dans le lieu où nous sommes allés, ça allait également, il y avait des aliments qui étaient entreposés dans des conditions sanitaires épouvantables. C'est de l'emploi de main-d'œuvre illégale. C'est des constructions sans permis de construire, enfin, etc., etc. Donc il convient de s'attaquer à toute la gamme, je dirais, de ces infractions pour faire en sorte que le territoire puisse se développer aussi convenablement. Ouais. Et donc, il y a l'habitat illégal également, où nous avons mené un certain nombre d'opérations qui s'étaient arrêtées pendant la période dite de la trêve cyclonique. Après, il y a du Ramadan, puis, il y a eu le Ramadan aussi, oui, bien sûr. Oui. Mais nous continuons à utiliser, en matière de lutte contre l'habitat illégal notamment, toute la gamme des possibilités que nous avons. C'est l'exécution des décisions de justice, c'est la procédure de flagrance qui a été rappelée lorsque les mairies nous signalent des constructions qui se sont en train de se faire. Donc on accorde le concours de la force publique, hein, c'est dans ce cadre-là que se fait notre intervention. Et puis il y a également cette application de ce qu'on appelle la loi Elan, c'est une loi logement, qui a donné au préfet de Mayotte des pouvoirs supplémentaires en matière de destruction d'habitat illégal. Et nous l'avons expérimenté, cette disposition, à Iloni, dans la commune de Dembéni, pour détruire 9 habitations illégales, mais ce n'est qu'un début. On voulait savoir comment cela se passait, étudier nos procédures pour les sécuriser, pour faire en sorte qu'elles soient le plus efficaces possible. Ouais. Donc c'est ça qui a été fait. Alors sur le commerce informel, l'économie informelle plutôt, on le voit tous les jours, monsieur le préfet. Il suffit d'aller place de la République, ce qu'on appelle les vendeurs à la sauvette, ont littéralement envahi les couloirs qui longent le grand marché. Ils sont partout. Mais l'économie informelle est partout dans le ville. C'est évident. Ouais. On ne peut pas le régler, il faut être réaliste en la matière. Ce n'est pas quelque chose qui va se régler en 48 heures. Ouais. Mais il s'agit aussi, nous avons aussi dans l'histoire de l'île, cette économie informelle s'est développée au fil des ans, de façon générale. Et ce n'est qu'ensuite que par l'application progressive des règles nationales que l'économie est rentrée, je dirais, a commencé à rentrer dans ces règles. On a à peu près quelques chiffres. Il y a 2500 entreprises qui sont, je dirais, enregistrées, complètement connues par les services fiscaux, par différents services. Il y en a 3000 qui sont en train de se mettre dans les clous, pour dire simplement. Il y en a ensuite à peu près 6000 qui sont dans l'illégalité. Alors, il y a illégalité. Il faut bien distinguer ceux qui relèvent je dirais, de clandestins qui vendent à la sauvette, d'entreprises ou d'exploitations agricoles aussi, qui ne sont pas encore complètement dans les clous. C'est tout ça. Enfin, je crois qu'il ne faut pas mélanger les sujets. Et ça nécessite de s'attaquer
je dirais, aux problèmes les plus criants en la matière. Je vais prendre un autre exemple, c'est le BTP. Sur le BTP, il y a des entreprises, il y a des grosses entreprises ici à Mayotte, mais il y a aussi des PME, souvent propriétés de Mahorais, qui ont besoin de se développer. Bien sûr. Et il ne faut pas qu'elles soient concurrencées par des personnes qui vont utiliser de la main-d'œuvre illégale pour faire des chantiers en concurrence. Donc il y a un gros travail qui est mené en ce moment sur cette lutte contre le travail illégal. Et on applique également, il y a des sanctions judiciaires, le procureur est très mobilisé sur ce sujet, mais on applique aussi des sanctions administratives. Il y a des sanctions administratives qui peuvent atteindre 15 000 € par personne employée illégalement. Et des fermetures. Et des fermetures, mais surtout ces sanctions. Oui, et là, nous les faisons appliquer. Le directeur des finances publiques a commencé à recouvrer aussi ces amendes. Donc c'est un travail de fond qui doit être mené. Il n'y a pas une solution unique qui va permettre de rétablir la situation. C'est un ensemble de dispositifs, c'est un ensemble de mesures. Et ça, il faut développer, amplifier. Ça n'a certainement pas été fait suffisamment. Vous avez mis en place, avec le DGPN, le directeur général de la police nationale, justement, des moyens supplémentaires pour lutter contre tout un tas de phénomènes, notamment l'économie informelle, avec l'arrivée d'un DPN, un directeur de la police nationale. Alors expliquez-nous, monsieur le préfet, c'est quoi un DPN et à quoi il va servir? Et surtout, qu'est-ce que ça va changer pour nous au quotidien dans notre vie? Alors, d'abord, l'objectif, c'est d'avoir une police encore plus efficace. Ça ne veut pas dire que ce qui est fait ne va pas, mais c'est d'aller aussi plus loin en termes d'efficacité. Alors, il y a un dispositif qui va être testé outre-mer. Ça montre qu'aussi, outre-mer, on peut avoir de bonnes idées et puis se servir de terrain d'expérimentation. On verra après si elles sont bonnes. On verra après si c'est bon. Mais cela va être testé en Guyane, Nouvelle-Calédonie et Mayotte. On va créer cette direction de la police nationale qui va regrouper l'ensemble des services de la police nationale. Parce qu'aujourd'hui, vous avez 2 services, 2 directions, disons pour simplifier, la PAF, police frontière, et la direction de la sécurité publique. Là, on va regrouper les deux avec il y aura un seul directeur. Dans l'immédiat, ça sera un préfigurateur, qui est le directeur de la PAF. Et cela va permettre, je dirais, de rationaliser l'organisation et notamment le commandement. Poser un état-major commun pour l'ensemble des forces, et ensuite avec des spécialisations par métier, mais qui existent déjà, avec le renseignement territorial, la police des frontières, la sécurité publique, les services judiciaires, de police judiciaire, et surtout une mutualisation aussi des moyens de fonctionnement. Donc là, on va aussi, ça doit permettre de mettre plus de monde aussi sur le terrain, et d'avoir une unité de commandement toujours sous la direction du préfet, bien évidemment. Et donc on va tester ce dispositif là très très rapidement. On va se mettre en situation d'être à partir du 1er janvier 2020 d'être dans cette configuration. Donc c'est une nouvelle organisation, une nouvelle méthode, parce que ça représente ces 2 directions de 300 en arrondissant les chiffres, c'est 300 fonctionnaires dans chaque direction, donc ça représente beaucoup de moyens, et on est toujours, donc c'est ce qu'est venu expliquer le directeur général de la police nationale. Ça faisait nombreuses années qu'un directeur général de la police nationale n'était pas venu à Mayotte, donc ça a permis d'expliquer ce qui allait se passer, de rencontrer les syndicats, de voir aussi nos conditions de fonctionnement. Il y a des renforts de police qui sont prévus, du matériel. Donc c'est très important aussi que les responsables des services nationaux viennent se rendre compte sur place de la spécificité mahoraise à un moment où nous allons aussi, on parlait de la police aux frontières, alors tout est prioritaire, qu'il s'agisse de la lutte contre l'immigration clandestine ou de la sécurité au quotidien des Mahorais, tout ceci est prioritaire, donc on doit améliorer. Et alors, le résultat, on le verra. Ça sera l'efficacité des services. En attendant, les syndicats sont quasiment tous unanimes et trouvent cette idée plutôt bonne. Donc sur le fond, tout le monde est d'accord, mais il existe tout de même des inquiétudes sur la forme. On connaît la priorité, votre priorité, qui est la lutte contre l'immigration clandestine. La question qui vient tout de suite derrière, c'est est-ce qu'on va pas mobiliser toutes les forces de l'ordre, tous les policiers pour faire du LIC ou de la lutte contre l'immigration clandestine, pardon, et délaisser un peu la sécurité, parce que en fait, on n'a pas plus de moyens, on regroupe les moyens. Globalement, nous avons une augmentation de nos moyens. Depuis l'année dernière, on a eu une augmentation très sensible des moyens qui ont été affectés, qu'il s'agisse des policiers ou des gendarmes, il convient de le dire.
La lutte contre l'immigration clandestine est en effet une des priorités. J'ai affiché cette priorité, mais la lutte pour la sécurité également. Oui. C'est parce que c'est indispensable, j'ai l'occasion fréquemment de le dire, il faut que les Mahorais puissent circuler, puissent vivre sans crainte d'être agressés. Il y a encore trop d'agressions, il faut continuer. C'est une lutte constante, la lutte contre l'insécurité, sous toutes ses formes. On a des évolutions quand même sensibles aussi. Il y a eu des baisses de la délinquance au cours de ces derniers mois, de ces dernières années, mais ce n'est jamais gagné, ce n'est jamais acquis. Donc la lutte contre la délinquance restera toujours une priorité. Alors il y a aussi dans les phénomènes contre lesquels lutte la police et la gendarmerie aussi, il y a aussi bien sûr tout ce qui est délinquance d'appropriation, mais il y a aussi en ce moment beaucoup de violences gratuites en ce moment. C'est-à-dire délinquance non crapuleuse, on appelle ça. C'est-à-dire c'est les violences, c'est les caillassages, comme on a eu récemment, et ça reste une priorité. Ce qui s'est passé à Passamanti, c'est une priorité pour moi, pour éviter ce type de situation. La PAF a une compétence départementale, ça on le sait, comme les services judiciaires. Mais en dehors des services judiciaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourrait très bien retrouver des policiers de Mamoudzou sur des opérations à Bouéni. Alors, la PAF a une compétence départementale et continuera, bien sûr, à avoir cette compétence. Les policiers qui sont affectés à la sécurité publique ne vont pas aller sauf s'il y a un regroupement pour une opération particulière. Par contre, les services de la PAF sont très mobiles et interviennent sur toutes les parties du département. D'ailleurs, l'intention, c'est d'aller partout. Ils sont allés récemment dans le sud faire des opérations d'interpellation d'étrangers en situation illégale, et cela continuera. De la même façon, la gendarmerie, j'en parle aussi un petit peu, en zone de gendarmerie, on a des forces mobiles là, qui sont de plus en plus présentes aussi sur le terrain, parce qu'on a eu la confirmation donc, du 3e escadron de gendarmerie mobile. Donc ces forces sont utilisées, sont redéployées en ce moment pour avoir plus de présence sur le terrain. Qu'il s'agisse de grandes terres ou de petites terres. Donc on est bien dans cette logique d'organisation de nos forces pour avoir le meilleur résultat possible au bénéfice des Mahorais. Kamar Boura, une question à vous poser, monsieur le préfet. Une réaction Facebook, monsieur le préfet. Alors, quand le procureur avait annoncé le démantèlement du réseau congolais par rapport aux migrants africains, 2 jours après, ça a fait tout un pataquès parce qu'il y avait eu 2 autres croissants des migrants africains. Là, on a l'impression qu'il y a une accalmie. Est-ce que quelque chose a changé? Est-ce qu'il y a des moyens qu'on ne connaît pas qui ont été mis en place? Parce que là, ça s'est calmé. Non, ça ne va pas se calmer, on ne va pas arrêter du jour au lendemain là aussi le phénomène. Mais il y a un gros travail qui a été fait, parce que bien sûr il y a des interpellations, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'il s'agit de véritables filières qui sont organisées, très très organisées. Ce n'est pas quelques personnes qui arrivent comme ça, ce sont des filières qui passent par Madagascar, qui ont des relais dans différents endroits. Et en effet, il y a une filière qui a été démantelée, qui avait des ramifications dans l'Hexagone. Et ce travail continue. Il y a plusieurs filières sur lesquelles des enquêtes sont en cours. Donc ce travail va continuer avec le GELIC, notamment le groupe d'enquête sur la lutte contre l'immigration clandestine que nous avons installé en octobre dernier. C'est un service qui n'a même pas 1 an. Mais qui fonctionne à plein. Enfin, il faudra il y a la matière, de renforcer. Il y a la matière. Et c'est un travail d'investigation qui est absolument nécessaire. Parce qu'on ne peut pas se contenter de simplement réagir, interpeller, parce qu'en plus, la plupart de ces étrangers d'origine africaine demandent la protection pour obtenir l'asile en France. Donc il va falloir accélérer les procédures aussi concernant ces personnes pour qu'elles quittent, lorsque l'asile est accordé, qu'elles puissent quitter Mayotte. Mais surtout, il faut démanteler, agir sur ces filières. Ça suppose de la coopération avec les États voisins et avec Madagascar notamment. On a une mission qui va partir bientôt, d'ailleurs, aussi, travailler avec les autorités malgaches sur ce sujet. Monsieur le préfet, j'aimerais profiter de votre présence sur le plateau et avec votre autorisation, bien évidemment, pour évoquer le volcan. Alors, on ne connaît pas encore son nom, peut-être que vous allez pouvoir nous l'annoncer. Le scoop, aujourd'hui? Non, pas de scoop. Pas de scoop. Non, on est en train d'essayer de chercher le nom du volcan. Alors, il y a une campagne qui a été faite dans les écoles. Les élèves ont proposé des noms. On va composer un petit jury là pour en retenir quelques-uns. Et puis on fera un site sur lequel les Mahorais pourront également voter pour retenir ce nom. C'est important de nommer parce que c'est à côté de chez nous. Qu'est-ce qu'on sait de plus sur ce volcan? Il y a eu cette visioconférence, une première, avec le Marion Dufresne, en tout cas avec la presse. De quoi on est certain aujourd'hui sur ce volcan?
On a eu en effet les scientifiques. Alors pourquoi on a fait une visioconférence? C'est rien C'était d'extraordinaire. C'est parce qu'ils étaient partis, parce que le Bernard Dufresne est arrivé le lundi soir, il prenait l'avion le mardi matin. Donc en fait, on n'avait pas eu le temps d'organiser la conférence matériellement ici, mais on l'a organisée. Le responsable de qui M. Jory a expliqué ce qui s'était passé. Tout à fait. Donc c'est une deuxième mission. C'était Mayotte 2. On a vu la première mission qui nous avait fait apporter des informations capitales. Parce qu'on a mis en évidence, les scientifiques ont mis en évidence l'existence d'un volcan, 800 mètres de haut, qu'on va essayer de nommer, 4 km de circonférence. Il y a 2 petits volcans autour de 80 mètres de haut, ça c'est à 50 km à l'est de Mayotte. C'est là la zone sont originaires les premiers séismes qu'on a eus en mai-juin dernier. Et ensuite, la première mission avait aussi exploré une zone un peu plus proche de Mayotte, qui avait permis de mettre en évidence à 10-15 km aussi une zone d'essaim de séisme, mais à très grande profondeur, à 25-30 km de profondeur, peut-être au-delà. Donc la deuxième mission est pour objectif de savoir comment évoluer ce système, parce que c'est savoir comment ça... Alors la mission a pu... constater que le volcan ne s'était pas développé, ça c'était un point, c'est plutôt une bonne nouvelle. Un point important, une bonne nouvelle. Ils ont mis en évidence qu'il y avait eu un champ de lave autour d'à peu près 8 km carrés, qui est certainement concomitant, je dirais, à la formation du volcan. Donc ça signifie que par contre le volcan en ce moment n'émet pas de lave, enfin il n'y a pas d'éruption, par contre il y a des fluides qui sortent de ce volcan, des fluides liquides ou gazeux qui sortent de ce volcan, donc il y a des échantillons qui ont été prélevés, il y a aussi des échantillons de dragage qui ont été prélevés, et la même chose a été faite dans la zone à proximité de Mayotte, cette zone où il n'y a pas de volcan nouveau, mais par contre où on a ces séismes qui sont originaires d'une grande profondeur de la Terre, certainement avec les vidanges d'une poche magmatique qui ont provoqué ce phénomène. Alors tout ceci nécessite des études. Là, à ce moment, les scientifiques sont en train en quelque sorte de digérer les informations qui ont été collectées pour établir des modèles sur... parce que c'est la première fois aussi, à l'échelle humaine, qu'on constate, les scientifiques sont en train de travailler sur ce sujet, c'est totalement... mais on n'a pas la certitude que... C'est totalement nouveau. On n'a pas la certitude, monsieur le préfet, que les séismes, les secousses que l'on ressent ici à Mayotte sont en lien direct avec le volcan. Non, c'est ce que nous expliquaient les scientifiques, s'il n'y a pas forcément corrélation directe entre les deux phénomènes. Alors c'est ce qui est important, c'est que le gouvernement a décidé de continuer, bien sûr, à continuer les recherches. Donc les scientifiques sont en train de travailler, alors tout n'est pas à Paris, d'ailleurs, ce Jory là qui était dirigé la dernière équipe est basé à Brest, Ifremer-Brest, c'est l'ensemble des structures scientifiques françaises qui travaillent sur ce sujet. C'est le CNRS, l'Ifremer spécialisé dans les fonds marins, c'est l'Institut de géophysique du globe de Paris, il y a beaucoup de structures, le PRGM, qui sont mobilisées et qui sont en train de travailler sur ce que vont être les prochaines recherches et prochaines campagnes scientifiques. Il va y avoir d'autres recherches aussi en mer pour surveiller le phénomène. Donc c'est à la fois de la recherche fondamentale, mais aussi de la surveillance du phénomène, pour notamment modéliser, ça c'est l'intérêt que nous avons directement, pour aussi travailler sur les risques potentiels qu'il peut y avoir. Alors, risques qu'on connaît, qui sont connus à Mayotte, les séismes, il y en avait déjà eu, mais pas sous la forme des séismes. Le risque de submersion du rivage tsunami en japonais, c'est un risque qui était connu du fait de ce qui s'était passé dans l'océan Indien au début des années 2000. Donc il faut également qu'on travaille sur la prévention en matière de risque et qu'on améliore. On devait le faire de toute façon, volcan ou pas, on devait améliorer notre prévention, tout ce qui est prévention en matière de risque, en liaison avec les communes, et on va continuer ce travail. Donc c'est un travail de longue haleine qui est lancé. Dernière question, parce que le temps est évidemment écoulé. À chaque fois avec vous, on explose le temps. Si ce volcan sort de l'eau, il deviendra une île. Elle sera française, monsieur le préfet? Il est probable qu'elle soit française, mais encore, il y a encore de l'espace à franchir. Mais certains disent que de 4-5 ans, c'est possible. Il était à 3500, le fond sont à 3500 mètres, il y a 800 mètres, il en reste 2700. Donc, avant l'émergence, on a un petit peu le temps. Mais est-ce qu'elle pourrait être française?
En théorie, rien ne s'y opposerait. En tout cas, voilà. Mais c'est un sujet. On n'en est pas encore. On n'en est pas encore là. Ouais. Mais et qui sait, NC4, vous reviendrez nous voir si un jour vous partez de Mayotte, ce qui est peu probable, mais imaginons, vous reviendrez nous voir et peut-être que vous serez muté sur cette nouvelle île en tant que préfet de ce volcan. C'est une bonne destination. En tout cas, merci, monsieur le préfet, d'être venu sur ce plateau une nouvelle fois et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.